Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Camille. Comme on vous a déjà habitué depuis la première production, soit à Kemet, ce rendez-vous d'échange, d'éducation, ce rendez-vous de partage sur les cultures, un retour à l'ancestralité africaine. Avec nous pour les échanges, comme ça a été le cas depuis la dernière fois, nous avons Pangolo. Il se présente ainsi. Avec vous, bonsoir déjà à vous et merci encore de nous faire l'honneur de réitérer ce rendez-vous. Bonsoir à tous. La dernière fois, on avait parlé le thème qui nous occupait la dernière fois et cette fois aussi, c'est d'aliéner Akamit, qu'est-ce qui change. La dernière fois, on a parlé des symptômes de l'aliénation, même si on n'a pas eu le temps de finir. Et cette fois, on aura la possibilité de faire un espèce de récapitulatif et puis de là, on passera aux solutions au problème d'aliénation, en fait, ce qui change. On va commencer en attendant que les autres nous rejoignent sur la plateforme. De toutes les façons, les échanges sont libres. Vous êtes libres aussi de choisir de nous proposer vos réactions par commentaire au bas de cette vidéo. Maintenant, vous avez la parole. Et après, quelques questions si j'en ai. Ok, la dernière fois, on avait défini le concept d'aliénation comme étant aliénation qui vient du mot alien signifiant étranger. Donc moi, personnellement, j'entends donc l'aliénation comme étant le processus par lequel un peuple ou un individu devient étranger à lui-même, à sa matrice culturelle et à ses ancêtres. C'est la déconnexion à son identité culturelle et ontologique. Et donc, je parlais de Cheikh Anta Diop dans son livre Civilisation Barbarie identifie donc 3 facteurs d'aliénation pour faire un récapitulatif rapide. Un facteur historique, un facteur linguistique et un facteur psychologique. Le facteur psychologique en lui-même contenant 2 aspects majeurs qui sont le facteur spirituel et les séquelles de l'asservissement. Et sous-entendu également le facteur spirituel comme étant un dérivé de l'asservissement, bien entendu. Et là, on avait parlé un peu et on était arrivé justement à la religion, ce qui manquait, je pense. Non, on avait fait la religion. Oui, c'était le récapitulatif final de cette partie de l'aliénation. Bon. La définition la plus complète de l'aliénation que personnellement j'ai pu trouver des recherches que j'ai faites, c'est celle donnée par le professeur, le docteur Frances Cress-Welsing. Lorsqu'elle dit, il faudrait que je puisse retrouver ses propos pour les citer de façon la plus succincte qui soit. Elle est où? Elle dit l'aliénation est la même dynamique qui pousse les êtres humains loin des relations respectueuses et harmonieuses avec l'environnement physique, conduisant à la pollution et à la destruction de la planète. Plus important encore, la dynamique d'aliénation oblige l'individu à s'éloigner de toutes les manifestations de compréhension de soi et de respect de soi, y compris le respect le plus fondamental, le respect de sa constitution génétique. Et là, ce mot constitution génétique me donne donc l'occasion de rappeler ce que l'Afrique pense de l'être humain. L'Africain appelle l'être humain Muntu, dont le pluriel est Bantu. Muntu se décomposant en mou à l'intérieur et Ntu pour tête, mais aussi ADN. L'être humain se définit donc comme un être qui a quelque chose dans la tête, un être intelligent. L'Africain définit aussi l'être humain comme l'incarnation de la conscience dans l'ADN. Et c'est cette seconde définition qui est porteuse du sens profond de la perception que l'Africain, vu par lui-même, a de lui-même. Cela dit, il convient donc de préciser une chose cruciale. L'ADN n'est pas statique, comme tentent de le faire croire beaucoup
la science occidentale. L'ADN, c'est la mémoire biologique du vivant. Elle enregistre toutes les informations de chaque instant du vécu de l'individu, de la naissance de l'individu à sa mort. À la naissance de l'individu et durant le cours de sa vie, certains brins d'ADN s'activent et d'autres restent dormants en fonction de plusieurs facteurs, dont le premier est l'environnement géographique et culturel. Tout être humain qui naît porte donc en lui la mémoire du vécu de ses ancêtres, de tous ses ancêtres. Et cette précision n'est pas des moindres, parce que c'est le prélude qui nous permettra de mieux comprendre en fait comment est-ce qu'on en sort et même le pourquoi même de l'aliénation en fait. Bon, on avait rappelé tous les phénomènes d'aliénation la dernière fois. Il faudrait donc pouvoir savoir qu'est-ce qui change donc quand on devient kémite. Je parlais tout à l'heure d'ADN et c'est ça le point le plus crucial en fait, le point fondamental. Parce que la rupture historique, la rupture avec soi, la rupture historique avec soi, avec la trajectoire de ses ancêtres, c'est une rupture qui s'opère même au niveau de la constitution même génétique de l'être humain. Ce qui fait que si toute la mémoire qu'on a, toute la mémoire que l'être humain a, est déconnectée de toute la mémoire, de tout le réceptacle, toute la mémoire qu'on se constitue en tant qu'être humain maintenant, est déconnectée de tout le réceptacle mémoriel que ses ancêtres ont pu produire pendant toute leur existence. On est déconnecté de toute la science, de toute la connaissance, de toute la sagesse et de toutes ces choses qui peuvent nous permettre de nous épanouir à l'intérieur d'un environnement bien donné. Parce que l'ADN se définit bien, est bien spécifique à un environnement donné, puisque les peuples évoluent dans un environnement donné. Et se constituant à cet environnement-là, tout ce qu'ils absorbent, toute la réalité qu'ils absorbent, c'est la réalité de cet environnement-là. Et donc, tous les gènes qu'ils ont se déploient pour être optimales à l'intérieur de cet environnement-là. Bien sûr, on ne va pas minimiser les migrations parce que tous les peuples migrent à un moment ou à un autre. Mais le fait de rester dans un contexte homogène, comme celui de l'Afrique par exemple, permet à l'être africain de se développer au maximum de ses potentialités s'il est en accord avec sa propre personne, c'est-à-dire en accord avec tout le bagage génétique qu'il possède. C'est où l'aliénation pose donc un problème crucial à l'Africain. Parce que l'aliénation te coupe de toute la mémoire de tes ancêtres, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue scientifique, de toute la science produite par tes ancêtres, puisque tu n'y as pas accès, vu que tu n'as même pas la langue pour la comprendre. Et également d'un point de vue physique, puisque après on voit tous les phénomènes d'aliénation qui se reproduisent avec des phénomènes comme le décapage ou des personnes qui veulent se défigurer pour arrêter de ressembler à ceux dont ils ressemblent déjà. C'est ça donc, c'est tous ces aspects-là qui constituent donc le socle de l'aliénation. Et pour être kamite, donc, c'est se mettre en marche pour changer cet état des choses-là, pour redevenir soi-même dans la mesure la plus complète des choses. Cela dit, le récapitulatif des solutions, 2 points révolution kamite, parce que c'est ainsi que je l'avais titré. Le premier point, c'est la conscience de soi. Sursaut, c'est ça qui change. La conscience de soi, le sursaut d'orgueil, la reprise de la volonté d'être. Parce que quand on est dans l'aliénation, on n'est pas au courant de toutes les merveilles accomplies par ses ancêtres. On n'a même pas la capacité de comprendre quelles sont merveilleuses les choses accomplies par ses ancêtres. Je prends un exemple. Même ceux qui parlent les langues africaines, qui parlent aussi des langues coloniales, ne connaissent pas la valeur des langues africaines parce qu'ils sont coupés de la science cachée derrière les langues africaines. Et je prends un exemple banal, par exemple. Tout le monde voit des bugs. Quand on définit la technologie, aujourd'hui, on ne définit la technologie que d'un point de vue matériel. Or, la technologie n'est pas toujours matérielle. La technologie peut prendre toutes les formes. La technologie, c'est tout simplement l'application d'une connaissance pour améliorer sa vie quotidienne. Or, tout au long les bergers africains avaient développé tout un tas de techniques pour communiquer avec leurs animaux et avaient développé tout un tas de techniques pour calmer leurs animaux, par exemple. Ils sont nombreux des bergers africains que tu vois en route avec des instruments de musique, qui jouent des musiques aux animaux durant les moments de pause, pour que ces animaux-là puissent se calmer et ne pas s'agiter. Ou alors, après des moments de stress, peut-être une attaque par des bêtes sauvages et autres, ils jouent ces instruments-là pour calmer les bêtes. Ça, c'est une forme de technologie qui existe. Et il y a tout un lexique, un vocabulaire qu'ils ont créé pour communiquer avec ces animaux-là que les animaux connaissent. Mais il faut encore être ancré dans la culture pour comprendre ce que c'est. Ça, c'est un exemple.
La dernière fois, je parlais d'un autre exemple parlant de la langue, qui est quand tu parles une langue africaine, les mots pour dire les maladies sont généralement les mêmes mots utilisés pour parler des plantes qui les soignent. Donc, si tu parles cette langue et que tu sais ce que tu dis, tu sais comment te mouvoir dans ton environnement le plus proche, connaissant les noms des plantes pour te soigner. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est des exemples qu'on peut prendre. Donc, une fois que tu deviens donc, que tu prends donc conscience de toutes ces choses-là qui existent, de la merveille de la technologie que les ancêtres ont mis, que tes ancêtres ont mis dans les choses qu'ils ont, dans leur découverte, dans les choses qu'ils ont faites, et toute la trajectoire qu'ils ont, du vivant, de ce qu'ils ont accompli, ça te redonne donc cet orgueil. Et cet orgueil donne la valorisation de ton propre patrimoine et même de ta propre personne. Du coup, ça passe donc, mais cet orgueil-là donc passe par, de cet orgueil suit donc une étude de soi. Et par exemple, ce dont je parle aujourd'hui naît de ma propre étude, de mon propre cheminement. Une étude donc de soi pour savoir qui on est, quels sont nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, avoir un peu plus de détails par rapport à ça. Et donc, cette étude de soi permet donc de se dépouiller du paradigme étranger. Donc, maintenant, quand je vois la science, progressivement, je ne la vois plus avec l'œil de celui qui regarde la science comme un occidental, mais je la vois avec l'œil de celui qui voit dans la science toutes les manifestations de l'intelligence humaine. Plus à faire des catégories du genre, oh non, ça c'est la science, et non, non, ça c'est l'eau, ça c'est l'animisme, il y a cette facette-là qui change. On apprend la facette d'apprendre de tout ce qu'on voit. Bon. Puis après, il y a la compréhension profonde de son propre comportement. Parce que en tant qu'aliéné, on reproduit beaucoup de schémas de comportement qui sont déjà préprogrammés par les facteurs d'aliénation. Le fait de sortir et de redevenir Kamit te permet d'avoir à travers certains livres, à travers certains exposés, par exemple, comme celui de Frantz Fanon que j'ai cité la dernière fois, de comprendre quels sont les mécanismes de l'agissement, de ton propre agissement. Quels sont les facteurs qui régissent ta propre façon d'être et d'exister? C'est ça, c'est une des choses qui change. Comprendre, faire la démarche pour essayer de comprendre son propre comportement et de toute la société, en fait, de comprendre les phénomènes d'aliénation. Puis, il y a l'activation de l'action et la sortie progressive de la réaction. En tant qu'aliéné, on fonctionne beaucoup dans la réaction. On est toujours en train de lutter contre quelque chose. On lutte contre le racisme, on lutte contre ceci, on lutte contre cela, mais on ne fait jamais pour... On le fait pensant qu'on le fait pour soi, mais enfin, même par ce fait-là, on répond encore à un autre phénomène d'aliénation. Et pour répondre à ça, je voulais citer ici Frantz Fanon qui dit... oh non, frère, ce sera sûrement long. Non, je vais sûrement pas trouver le texte parce que ce sera sûrement long d'y aller. On peut y aller sans Frantz Fanon, étant donné qu'on l'a déjà énormément cité dans la première partie. Ouais, ça va, je vais laisser tomber. Bon, en fait, le fond de la pensée, c'est ceci, c'est que devenant Kamit, on sort de la réaction et on a cet élan de passer à l'action. Ça ne suffit plus de faire les choses contre, mais il faut faire les choses pour soi. D'abord pour soi, sa propre personne, et puis au-delà pour la communauté, et au-delà pour l'humanité, puisqu'à la fin, ce sont des cercles concentrés qui doivent toujours s'élargir. C'est ça l'idée. Puis, après ça, il y a l'instinct d'unité qui naît, l'instinct d'unité ou le panafricanisme. Parce que quand on décide de passer à l'action, on ne peut pas passer à l'action seul. On décide il y a cet instinct grégaire qui naît où on veut se mettre ensemble avec ses frères pour passer à l'action et poser des actes concrets pour marquer le changement, en fait. Ça, c'est une des choses. Donc, moi, je ne pense pas. Se dire Kamit et ne pas être panafricaniste, c'est un peu ne pas vouloir l'Union africaine. C'est antinomique, en fait, pour moi. Une meilleure compréhension des traditions africaines, Kamit,
ainsi que des sciences dites modernes, et une meilleure appréciation de la vie et retour vers le sacré. L'aliénation coupe beaucoup, vu que ça coupe de la spiritualité et ça coupe des langues, ça coupe également du vécu local tel que perçu par les ancêtres ou tel que perçu par les anciens dans les villages. Il y a beaucoup de choses qu'ils font qui ne sont pas comprises. Pourquoi? Parce qu'on les observe avec le même œil qu'un occidental observerait ces choses-là, vu que c'est cette pensée-là qu'on reproduit. Or, elles sont souvent porteuses d'un très grand savoir ou d'une très grande sagesse, mais on ne s'en rend pas compte justement parce qu'on n'a même pas les clés de lecture juste pour le comprendre. Et donc, le retour, devenant kamite, on fait dans ce cheminement progressif d'essayer de comprendre pourquoi ces rites et coutumes-là, pourquoi est-ce qu'elles sont codifiées ainsi, pourquoi est-ce que la société était organisée ainsi. Et c'est ce retour-là qui permet donc de renouer vraiment avec la science authentique. Et cette science authentique-là, vu son état, vu son bagage millénaire, permet d'éclairer beaucoup de zones d'ombre et même de faire passer la personne qui suit ça, outre ce que la science dite moderne aujourd'hui connaît déjà. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qu'en faisant, si quelqu'un s'appuie sur le savoir ancestral africain, il va 2000 fois plus vite que s'il se base sur les textes dits modernes aujourd'hui. Parce que la perception des anciens, ils avaient déjà étudié tout ça. Et ils étaient déjà arrivés à le codifier de la façon la plus simple qui soit pour que la personne puisse comprendre. Parce qu'ils utilisent des exemples dans la nature. Et je prends un exemple simple. C'est un des trucs que je suis en train de travailler. C'est une des choses que je suis en train de travailler ces jours-ci. C'est l'exemple, par exemple, dans les traditions africaines, tout le monde utilise la cloche. Et la cloche la plus utilisée, c'est la double cloche, qui est généralement utilisée par les rois. Et la cloche, on te dit dans les traditions qu'elle symbolise l'ordre. Mais tu ne peux pas savoir pourquoi est-ce que cette cloche symbolise l'ordre dans les traditions africaines si tu ne connais pas les mathématiques, plus précisément même la probabilité. Parce que c'est une des figures de probabilité qu'on appelle la courbe de logistique, qui crée la notion de cloche dans les traditions africaines et qui codifie tout ça. Et ça, c'est de la science la plus avancée du moment. Je ne parle pas de choses, je ne parle pas c'est la science du chaos. Ceux qui étudient le chaos, généralement, sont les mathématiciens les plus avancés. Or, ces traditions avaient déjà été comprises et codifiées au niveau où elles sont transformées en des objets simples qui sont utilisés chaque jour dans la vie des uns et des autres. Mais si tu ne sais pas ça, si tu ne connais pas qu'est-ce qui crée ça, tu restes dans ces schémas-là. Or, une fois que tu comprends, ça décode beaucoup d'autres choses qui te permettent de comprendre vraiment la pensée des anciens. Ça, c'est un autre point, le point de la science. Le retour vers le sacré. Tu reprends le goût de l'appréciation de la nature parce que tu commences vraiment à la comprendre, vu par le prisme de l'Africain. Un autre point crucial, c'est un retour à un régime alimentaire sain. Et ça, c'est un point que beaucoup de kamites délaissent. Tu ne peux pas être kamite et manger n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Une fois que tu deviens kamite, il y a ce retour à une alimentation saine. Même pas seulement une alimentation, à un vécu de la culture, que ce soit vestimentaire ou alimentaire ou autre. La culture doit être vécue. Ce n'est pas un truc que tu étudies dans les livres et puis après le lendemain, quand tu vis différemment. Non. Il y a toute une culture qui vient avec et tu dois suivre, retourner à ce mouvement culturel-là. Comprendre ce que tu manges parce que les ancêtres l'avaient codifié. Il y a tout un tas de sciences derrière la façon dont les plats sont conçus. L'assemblage des différents plats. Et pour ceux qui sont par exemple de l'Ouest Cameroun, ce n'est pas pour rien qu'on mange le coquille avec la banane. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rien qu'on fait le coquille avec l'huile rouge. Ce n'est pas par hasard non plus. Donc il y a tout ça qu'il faut encore renouer, dont il faut renouer avec et essayer d'entrer en profondeur pour comprendre. Puis il y a le retour de la pratique spirituelle. Elle va avec, évidemment, elle suit après l'alimentation. Il y a le retour à la pratique spirituelle. La pratique spirituelle africaine est l'une des choses qui est la plus délaissée par la plupart des kamites. Parce qu'ils se disent qu'on peut tricher avec. Mais là où c'est que beaucoup de kamites ne comprennent pas justement dans le retour dans ce retour-là à l'être kamite, c'est que c'est la pratique spirituelle qui a permis à nos ancêtres de devenir ce qu'ils étaient. Parce que la spiritualité, comme le définit le professeur Kovi Reknire, la spiritualité, c'est l'ensemble des outils qui permettent à l'être humain de se forger un mental à toute épreuve, un mental de conquérant. Ce que Pierre Kaya appellerait la mentalité pharaonique, la mentalité de conquérant et la mentalité de l'excellence et de la vertu. C'est ça qui est le socle même de l'être kamite.
Donc, il n'y a pas moyen de tricher avec ça. Et généralement, la spiritualité, elle est mal comprise parce que quand tu la regardes encore avec le prisme de l'aliéné, tu la regardes en pensant que non, ce sont des choses où on va et on lance on va verser de l'huile sur les crânes et puis c'est tout. Bon, là, la plupart du temps, on observe que la partie la plus folklorique de la spiritualité. Or, ça, c'est la vision de l'aliéné. Devenir Kamit, c'est donc retourner à observer la spiritualité africaine avec l'œil de l'Africain lui-même, en allant chez les anciens pour qu'ils te disent qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Et du peu que moi, je sais, la spiritualité telle que moi, je la définirais maintenant, la spiritualité, c'est l'activation du potentiel total de l'être. C'est ça. C'est le processus qui permet l'activation du potentiel total de l'être. Enfin, qu'il se mette sur la voie et accomplisse ce pourquoi il est venu sur, il est venu sur la terre. C'est ça, pour moi, la spiritualité. Et il y a plein d'outils que les traditions proposent justement pour débloquer le génie humain, parce que le cerveau humain, pour citer Raoul Nefer Amen, qui est un des Africains américains, dans son livre Medou Necher, volume 1, il dit ceci: la différence fondamentale entre les peuples, ce n'est pas la race, mais c'est la partie du cerveau qu'ils utilisent pour penser, la partie la plus dominante sur le cerveau. Et il dit, la partie dominante chez les Africains et chez la plupart des peuples du Sud, à l'époque, pas maintenant, chez tous ceux qui sont encore possesseurs de leurs moyens, c'est la partie droite du cerveau, parce que c'est la partie qui fait la synthèse. C'est pour ça que l'Africain est Ubuntu. Mais la partie qui est dominante chez la plupart des peuples du Nord, dit du Nord aujourd'hui, c'est la partie gauche, parce que c'est la partie qui fait la division et qui fait l'analyse. Or, si tu te bases donc, le retour à la tradition et le retour à la pratique spirituelle permet donc de faire la fusion de ces deux hémisphères du cerveau, parce que c'est ça même fondamentalement que c'est la spiritualité. De faire la fusion entre les deux hémisphères du cerveau pour donner à l'être l'équilibre le plus parfait, pour qu'il puisse vraiment s'exprimer, qu'il ait à la fois l'Ubuntu, qui est l'esprit grégaire et l'esprit de synthèse des choses, et l'esprit de division des choses pour arriver à l'analyse la plus concrète qui soit. C'est ça, en fait, la spiritualité. Mais dans le retour à l'être Kamit permet également d'accéder, de comprendre ce genre de choses et de se mettre en marche vers ce genre de choses. Parce que c'est ça qui permet à l'être d'être un être accompli. Maintenant, le dernier volet, c'est la reconnexion à ses ancêtres. Pas le dernier, en fait, l'avant. Non, il y en a même encore. La reconnexion à ses ancêtres qui permet de se faire guider par intuition. Une fois qu'on entre dans la pratique spirituelle, on se reconnecte à ses ancêtres et on peut donc recevoir l'intuition qui permet donc de se mouvoir. C'est pas toujours qu'on sait ce qu'on va faire, mais quand on est reconnecté à ses ancêtres, d'après la tradition africaine, les ancêtres te guident. Donc être Kamit, c'est également accepter de se faire guider par ses ancêtres dans les choix qu'on fait et dans la vie qu'on mène. Bon. L'exaltation scientifique par le biais d'études révolutionnaires dans tous les domaines. Si un être Kamit ne va pas encore faire le même genre de thèse, par exemple, que ferait quelqu'un qui a un aliéné. Si tu es Kamit, tes thèses doivent refléter ça. Le genre de thèse même que tu dois, le genre de sujet sur lequel tu travailles doivent refléter ça. Il serait encore idiot que tu deviennes Kamit et que le lendemain tu partes écrire sur Karl Marx. Ça n'aurait vraiment pas de sens. Avec toute la recherche qu'il y a à faire en Afrique, par exemple, ou si tu es économiste, il y a toute une économie en Afrique. Il y a des économies, il y a eu des économies en Afrique. Il y a des économies, et il y a même encore des économies en Afrique aujourd'hui. Donc, ça change la direction même de l'étude scientifique de la personne, en fait. Ça, c'est un des points. L'entrepreneuriat collectif Kamit. Et ça, c'est vraiment crucial. Être Kamit, c'est être un entrepreneur. C'est de ça que Pierre Kaya parle quand il parle de mentalité pharaonique. C'est entreprendre quelque chose, comme ce qu'on est en train d'essayer de faire maintenant. C'est essayer d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose pour faire bouger les lignes. Pas de rester là, c'est entreprendre. Et entreprendre également dans un sens économique. Parce que Karl Marx parlait de l'aliénation comme la possession privée de la richesse. Une fois que c'est... Donc, être Kamit sous-tend que l'esprit grégaire, l'esprit d'Ubuntu, permet un entrepreneuriat collectif. Ça également, c'est l'un des volets. Et puis, le dernier volet que j'ai gardé pour la fin, le retour vers Mahat. Mahat entendu ici là comme l'ordre, la justice, la vérité, l'intelligence, l'excellence dans la vertu, en conclusion. Donc, en conclusion, être Kamit, c'est faire le chemin du retour vers ces valeurs-là. Les valeurs de l'intelligence,
les valeurs de la rectitude, les valeurs de l'ordre, de la justice, les valeurs ancestrales, se reconnecter à tout le bagage mémoriel, culturel, intellectuel de ses ancêtres pour pouvoir s'exprimer dans le monde et donner le meilleur de soi. C'est ça qui change quand on devient kamite. Tu l'auras constaté, je n'ai pas eu le temps de brandir notre grand pharaon. Merci, très riche exposé. Par contre, je voudrais m'interroger sur une ou deux choses. La première, je te tutoie déjà, tu as fait allusion à l'alimentation. Et il y a eu ce qualificatif, l'alimentation kamite, et on est tenté de penser aux règles alimentaires telles qu'on a le kosher chez les juifs, le halal chez les musulmans. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire, à penser ainsi, des schèmes de pensée déjà, je ne vais pas dire critiquer, mais qui ont des limites? Les personnes qui critiquent ces chaînes de pensée là, je ne sais pas qui elles sont, mais elles doivent pouvoir justifier leur critique de façon scientifique. Et j'ai parlé au début d'ADN par exemple. L'ADN d'un peuple retrace également ce qu'il a mangé. Et la plupart, par exemple, je prends un exemple banal. 99% des Africains 90% des Africains sont intolérants, soi-disant au lactose. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de notre alimentation, tout simplement. Ceux qui le mangent tout le temps ici, là, qui mangent les fromages, ils n'ont pas de problème. Ça fait partie de leur alimentation. Leur corps humain, leur corps s'est adapté à ça et ils ont eu le temps d'évoluer dans cet espace-là. Donc, pour un Africain qui se retrouve en Europe et qui mange du fromage, ça va lui créer des problèmes, ça c'est clair. Parce que son corps n'est pas préparé, ce n'est pas une nourriture adaptée à son être, tout simplement. Ce n'est pas une histoire de « oh non, l'alimentation de l'autre est meilleure que la tienne ou que la tienne est meilleure que celle des autres ». Ce n'est pas ce discours-là. Ce n'est pas de ce discours, ce n'est pas de cette vision-là qu'on parle. On parle tout simplement du fait que pendant le processus, le parcours d'un peuple, il y a des comportements qui se répètent. Et ces comportements-là, une fois qu'ils se sont répétés assez, ils entrent dans l'ADN et dans la constitution ontologique de la personne. C'est impossible. Une fois que tu le changes, il faut savoir que ça a des répercussions sur ton propre être. Que ce soit voulu, que tu le saches ou pas, que ce soit conscient ou pas, que tu en sois conscient ou pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que la plupart des Africains qui ont commencé à accepter donc de se faire coloniser également de façon alimentaire, en Afrique, on souffre de problèmes de cancer, des problèmes de diabète. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Alors, je vais reprendre la parole, si tu me permets, pour poser une autre question, celle-ci maintenant relative au temps et aux périodes, au temps que cela mettrait. Rentrer dans le processus de conversion de l'aliéné au kamite, disons-le ainsi. J'ai aimé la partie de ton discours qui faisait allusion à l'agrégarité, le faire de manière de groupe. Mais moi, je voudrais dire, comment on se comporterait le plus rapidement possible? Y aller de soi-même tout seul ou alors vouloir forcément se constituer en groupe pour pouvoir y parvenir le plus rapidement possible? En groupe, évidemment, c'est plus facile, en tout cas à mon avis. En groupe, c'est plus facile parce qu'on se soutient mutuellement et puis on peut se passer des informations. Mais faute de groupe, c'est un processus qui doit être fait, donc seul ou en groupe, il doit être fait. Donc, ça dépend juste d'où est-ce qu'on se trouve en fait sur la planète. Si on se retrouve dans des situations où on a accès aux autres, il est plus facile de le faire ensemble. Il serait même souhaitable de le faire ensemble, vu qu'on va vers ce retour vers l'instinct grégaire et l'instinct de société qu'on a légèrement perdu. Mais comme rien n'est une fatalité, ce retour vers l'être kamite permet également de se retrouver avec ses frères dans un environnement convivial où on peut penser une Afrique différente, quoi. On peut penser. Et parfois, c'est pas un reproche, mais parfois, pour les non-initiés, et je me range parmi ceux-là, non-initiés, juste pour dire que quelques thèmes, parfois, peuvent sembler être, je ne veux pas dire effrayants, mais tellement ils sont nouveaux que on se dit c'est un discours élitiste, un discours réservé à l'élite.
que parlent les kamites? Bon, tout discours, quand il est nouveau, il est élitiste, en fait. Bon, ça, c'est ma vision des choses, puisque ce sont les premiers à y accéder qui, à la fin, s'accaparent généralement le plus gros butin, ou alors la parole, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, les autres s'y agrègent, et puis, bon, peut-être plus le mouvement est grandissant, plus il devient difficile de se retrouver au pied de la porte. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que ce qu'il y a à découvrir est énorme, en fait. Mais c'est un sentiment naturel. Je pense que c'est un sentiment qui est valable pour toute chose. L'enfant qui entre la cire et qui apprend 1 plus 1 égale 2, si on lui dit qu'à la fin, il y a de la probabilité à faire derrière, je crois qu'il aura cette même réaction-là. C'est la même pour toute chose. C'est un cheminement à faire. Il y a des pas de bébé. On l'a tous fait. Même pour ceux qui aujourd'hui enseignent aux autres. Il y a des pas de bébé pour toute chose. Donc, alors, on va peut-être bientôt sortir. Il nous manque quelques temps, quelques minutes encore à grignoter. Cette dernière question, avant la conclusion, bien évidemment. Cette dernière question, alors, celui qui nous regardons voudrait entreprendre le même mouvement pour s'éduquer, pour se former, pour se convertir, je vais utiliser le terme sans en avoir peur. Quels sont les documents, quels sont les passages? La dernière fois, tu parlais de l'observation de la nature. Est-ce que cela suffit? Est-ce qu'il ne faut pas s'outiller? Est-ce qu'il n'y a pas des livres à conseiller? Est-ce qu'il n'y a pas... Non, il y a toute une panoplie de livres. Et bon, comme tout le monde le conseille, il faudrait bien commencer d'abord par les ouvrages de Cheikh Anta Diop. C'est la base, c'est le B.A.B.A. En fait. Un titre, par exemple, de Cheikh Anta Diop. Nation, nègre et culture, civilisation ou barbarie. Je citerai encore quoi. Antériorité des civilisations nègres. Ça, ce sont des ouvrages majeurs de Cheikh Anta Diop qu'il faut bien commencer par là. Bon, il y a d'autres ouvrages, par exemple de Théophile Obenga, il y a d'autres ouvrages, ça dépend d'où on se trouve et quelle langue même quelle langue on parle. Pour ceux qui parlent anglais, il y a plein d'autres ouvrages. Il y a des ouvrages, par exemple, de ISIS Papers, de Frances Cresswell Singh, il y a Yurugu de Marimba Ani, il y a des ouvrages, ça ne manque certainement pas. Il y en a tellement qu'on peut conseiller. En effet. Alors, je vais te laisser le mot de fin parce qu'on va sortir juste après. Non, je vois que Mekame, là, je ne sais pas s'il a quelque chose à dire, s'il veut poser une question, s'il a quoi que ce soit à dire avant qu'on oui, sorte. je n'en étais pas aperçu. Ouais, bon, j'ai suivi l'exposé brillant de Bangoulou. Et bon, une chose me taraude là, une petite question pour sortir. Selon toi, la dégénérescence disons, la dynamique de l'aliénation est une dynamique qui a commencé de façon endogène ou ça a commencé de façon endogène ou exogène. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question est, est-ce que l'accélération, quel est l'impact que l'accélération du processus, l'accélération du processus de l'aliénation a eu quoi comme ingrédient? Toujours la dynamique exogène ou endogène? Je pose parce que très généralement, on a toujours écouté la plupart des penseurs dire que les civilisations comme la vie, les civilisations sont faites pour naître et mourir par la suite. Il avait raison, les civilisations sont faites pour naître et mourir et tout processus de décadence part toujours de l'intérieur. Donc, mais je ne le qualifierais pas de processus d'aliénation qui part de l'intérieur, mais processus de décadence. L'aliénation, c'est le résultat de la décadence, mais la décadence part de l'intérieur. Tu ne peux pas, si tu n'es pas, comment on avait dit ça, si tu n'es pas faible, on ne peut pas. Je disais, ton micro est coupé, mais je disais, si tu n'es pas faible, on ne peut pas t'attaquer en fait. Donc, les virus ne mangent que des personnes qui sont déjà fragiles.
Donc, c'est quand tu te fragilises qu'on t'attaque, on accélère dans ta décadence. Ok. Ok. Mais cela dit, c'est pas le fait d'accélérer la décadence n'est pas en elle-même le processus d'aliénation. L'aliénation, c'est ce qui résulte dans la décadence totale quand tu perds ta souveraineté. Parce qu'un peuple ne peut pas s'aliéner lui-même, c'est impossible. Ce n'est que quand tu perds ta souveraineté, ou alors si tu ne l'as même jamais d'ailleurs eu, parce qu'il y a des peuples aussi qui croient être souverains, mais n'ont jamais vraiment eu la maîtrise, parce que nous, on considère la souveraineté comme d'abord la connaissance même de soi profonde. Si tu n'es même pas d'abord souverain, d'abord de toi-même, je ne pense pas que tu seras souverain à un niveau de nation. Il y a plein de peuples qui n'ont jamais connu de souveraineté. Au risque d'être coupé par le temps, je suggère peut-être la dernière des questions et puis après la conclusion et puis on sera sorti. Ok. Non, à mon niveau, c'est bon, l'exposé a été, c'est bon, c'est super. Voilà, Pangolou, tu as la parole, désormais je te tutoie. Deux éditions déjà ensemble, on peut prétendre se connaître. Tu as la parole pour le mot de fin. Bon, le mot de fin, ce que je voulais dire pour le mot de fin, c'est que dans l'ENA-Kamit, ce qui change, c'est la volonté de changer. Pour un mot de fin, dans l'ENA-Kamit, ce qui change, c'est la volonté de changer. Et la volonté de renouer avec soi-même, d'une façon même physique d'abord, la volonté de renouer avec soi-même d'une façon mentale, et la volonté de renouer avec soi-même d'une façon spirituelle. C'est ça qui change. Merci à tous pour cette participation. Encore, on ne te le dira jamais assez. Merci pour surtout cet exposé, ce thème savamment préparé. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous rejoindre, d'avoir été des nôtres. S'il vous a intéressé, forcément, votre avis en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, laissez-nous toujours un commentaire. De toutes les façons, nous lançons le débat, nous échangeons. C'est pour s'éduquer, c'est pour se former, mais c'est davantage pour changer de mindset, davantage pour retourner à l'ancestralité tant voulue, tant souhaitée des peuples africains. Merci et bonne soirée à tous.